L'affichage numérique, ou digital signage en anglais, permet de faire bien plus que la simple visualisation de jolies images. Fin 2023, nous nous sommes rendus au salon Tech for Retail, dont nous étions partenaires, afin d'évoquer ce sujet avec Mustapha El Ayani, CX Expert chez Scala, une société américaine qui fournit des solutions d'affichage digital pour le marketing et le commerce. Avec Mustapha, nous avons également évoqué un des aspects majeurs de l'affichage numérique, à savoir le retail média, l'utilisation des écrans en magasin à des fins promotionnelles, dont nous parlons d'ailleurs beaucoup dans le marketing digital de @AZ. Nous avons fait une découverte au cours de cette discussion. Le magasin est déjà plus un lieu de promenade que d'achat, nous a dit Mustapha. Et certaines enseignes font déjà plus de bénéfices avec le retail média qu'en vendant des produits. Comme souvent avec ces sujets technologiques, cependant, ces nouveautés sont bien plus développées en Angleterre et aux États-Unis qu'en France, mais les choses sont en train de changer et Scala vient de se doter d'une équipe localement. Nous pouvons donc nous préparer à quelques bouleversements dans l'expérience client en magasin. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, quand affichage numérique et retail média redéfinissent le magasin, avec Mustapha El Ayani de Scala. Cet enregistrement a été réalisé sur le salon Tech for Retail. Et je suis sur le salon Tech for Retail avec Mustapha El Ayani. Bonjour Mustapha. Alors vous travaillez chez Scala, vous êtes quoi exactement ? Alors ce que je suis CX Expert, ça veut dire que je m'occupe de l'expérience client. Je suis là pour assurer un parcours client efficace, aussi bien pour les clients finaux des marques que pour la rentabilité des marques. Notre objectif, c'est vraiment de transformer le point de vente en vrai levier de revenus. Et on va pour cela parler d'affichage digital. Et on va parler aussi un peu de retail média, alors on y reviendra tout à l'heure. D'abord, commençons par l'affichage digital, ce que vous faites chez Scala. Finalement, vous travaillez sur le parcours client à l'intérieur du magasin, quel que soit le type de magasin. Oui, exactement. Notre objectif avec les écrans, c'est de développer des points de contact. L'opportunité que nous avons lorsqu'on met un écran en place, c'est de le rendre pertinent vis-à-vis des usages, des attentes des visiteurs du magasin. On veut absolument être là pour les vendeurs, les aider, jamais les remplacer, leur donner un pouvoir supplémentaire. On veut donner de l'expérience et en gros, on travaille notre mission sur 3 aspects. Améliorer l'image ou la notoriété du point de vente, améliorer le tunnel de décision. On ne va pas augmenter les ventes nous-mêmes, il ne faut pas non plus vendre l'impossible, mais par contre, on va améliorer la capacité de décision du client parce qu'il va être mieux informé. Et enfin, la fidélisation. Il y a énormément de données qui sont captées dans tous les sens, mais souvent les marques ne savent pas comment les utiliser. Nous, ce qu'on fait avec nos écrans, c'est de faire le lien afin que ces données soient valorisées. Alors ça, vous le faites sur tous les secteurs, vous m'avez dit, vous faites ça sur le luxe, l'automobile, ça ne s'arrête pas en fait. Oui, ça ne s'arrête pas. En gros, notre vraie croyance, c'est qu'on s'adresse à des humains. Donc dès qu'il y a des humains qui sont dans un lieu physique, ça nous semble pertinent. Alors tous les secteurs, on peut peut-être en citer quelques-uns qui sont les plus importants ? Alors les plus importants, on est beaucoup dans la mode, on a beaucoup de magasins, tout le réseau Adidas en Europe est équipé, on a beaucoup de gens dans la décoration, l'ameublement, on est dans les grandes surfaces, on a des solutions pour les fast-food, donc tout ce qui est restauration rapide, où on arrive à faire des menu boards hyper performants, donc ce que vous pouvez voir quand vous allez chez la plupart des acteurs de ce réseau. Après, on est très peu présent en France pour l'instant, on a beaucoup travaillé avec des partenaires par le passé. Et aujourd'hui, il y a un grand virage qui est fait. Depuis 1 an, on a une équipe en France dédiée. Et auparavant, on était vraiment Europe, États-Unis. Bon, je suppose qu'on ne conçoit pas des affichages digitaux et un parcours client de la même manière dans un supermarché que dans un magasin de luxe. Alors, quels sont les critères pour établir un bon réseau d'affichage digital ? Les critères, ils vont se baser sur le comportement. C'est-à-dire que, là, je vais me permettre de vous reprendre, mais sur le luxe, par exemple, c'est vrai que c'est déjà sur le salon, souvent on nous demande si on a des références dans le luxe. Et ça sous-entend dans la cosmétique ou la mode, alors qu'il y a du luxe dans tous les secteurs. C'est un positionnement. Et ce positionnement, en fait, il est intéressant par rapport à son niveau de service. Donc c'est pas tant le secteur d'activité,
C'est-à-dire que si demain je vais chez Quicksilver m'acheter une planche de surf, je voudrais que cette marque-là m'accompagne avec une qualité de service digne des références du luxe. Mais c'est pas tant le sujet. Pour moi, la vérité, c'est vraiment sur la qualité humaine. Comment on va faire pour que les personnes, lors d'une visite à un point de vente, se rappellent de ça, apprennent quelque chose et repartent avec le sentiment d'avoir fait le bon choix. Donc ça démarre par une compréhension des besoins, c'est un peu comme une mission de conseil en fait. C'est exactement ça. Première étape, c'est ne surtout pas sauter sur la technologie. On a malheureusement beaucoup de clients qui ont ce réflexe. J'ai vu ça, j'aimerais bien tester ça. Il y a une vraie culture du gadget depuis plusieurs années. Nous, et c'est là que je trouve que mon métier est passionnant, c'est d'arriver un peu comme un docteur que vous allez voir avec ce que vous avez lu sur Doctissimo. Et vous êtes persuadé de découvrir quels sont vos symptômes et de les interpréter. Moi, mon métier, c'est de dire non. On va faire une pause, on va analyser les comportements qui sont réels dans votre point de vente, on va écouter vos équipes, on va regarder vos chiffres de vente. Et à partir de là, on va diagnostiquer, identifier le vrai problème. Quels sont les comportements qu'on doit changer dans vos points de vente? Et à partir de là, on arrive à des indicateurs de performance. Sur ces indicateurs, on se demande quels sont les meilleurs moyens, quels sont les meilleurs points de contact à travailler. Ces points de contact, on va donc là, à ce moment-là, mettre de la technologie. Elle va être adaptée par rapport au budget et aux ambitions de la marque. Et donc, on va pouvoir les piloter. C'est là qu'on, sachant mettre en place des indicateurs, on va pouvoir les mesurer. On met en place une méthodologie, des comités. On peut même aller jusqu'au ROI. Ce qui est forcément notre objectif, c'est la rentabilité pour les marques. Alors, on va y revenir dans une seconde. Je ne vais pas vous laisser partir sans me donner des chiffres. Mais avant d'aller jusque-là, pour rester concret sur ce que vous faites sur ces écrans, qu'est-ce qu'on y met? De la publicité, des affichages dynamiques ou même éventuellement des applications? Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Tout est possible, tout dépend exactement de l'attente des cibles. C'est-à-dire que là, ce qu'on pourra voir sur le stand tout à l'heure, on a des éléments qui sont vraiment adaptés à des besoins de la marque. L'orientation qu'on se donne à chaque fois, c'est de ne pas parler produit, de ne pas parler marque. Les gens aiment qu'on parle d'eux. Donc, notre première attente, c'est de leur proposer des services qui leur correspondent. Vous allez voir dans le dispositif beauté qu'on a mis en place, il y a l'élément d'attirer les gens en leur disant « Ok, quels sont vos enjeux vis-à-vis de votre peau? Comment prendre soin de vous ?» Et il y a un élément qui est un des call to action, un des appels à l'action, c'est peau sèche par exemple. Donc si on se reconnaît sur cet élément-là, on a appuyé et là on a embarqué dans un parcours. On va nous présenter des produits, nous donner des conseils, nous faire comprendre comment soigner ce besoin. C'est un peu comme une application, mais au lieu de l'avoir sur son mobile, on l'a sur un grand écran. Et c'est quoi l'intérêt finalement pour le consommateur? Alors l'intérêt pour le consommateur, c'est que contrairement à un site internet ou une application, il a le produit devant lui, ce qui change tout. Donc que ce soit une bouteille de vin ou une paire de chaussettes, d'avoir un produit devant soi, ça change tout. Donc là, il a le produit devant lui, il a le niveau de conseil du web, parce que la force d'internet, c'est quand même le niveau de service. C'est hyper simple, hyper rapide. Donc quand on commande des choses qu'on connaît déjà, vaut mieux l'utiliser internet. Mais pour les achats où il y a un peu plus d'enjeux, on attend du conseil, on a des doutes, là il faut passer en magasin. Donc si le magasin peut me permettre d'avoir de l'autonomie, parce que souvent on ne veut pas qu'un vendeur nous accompagne sur toutes les étapes, on veut pouvoir faire nos choix par nous-mêmes. Si cette interface nous permet d'apprendre sur nos besoins, d'apprendre sur soi-même, on a tout gagné. Donc là on comprend bien le bénéfice pour l'enseigne, le bénéfice pour le client. Alors combien ça rapporte? Ça dépend des marques et de leur niveau d'investissement. Malheureusement, je ne peux pas vous dire que la rentabilité elle est assurée sur tout, ça dépend vraiment des objectifs. On a même des clients qui font ça à perte, parce qu'ils vont travailler de l'image. Donc si on regarde réellement les résultats de vente, ils ne sont pas bons. Par contre, leur retour sur investissement global en termes d'image, on va dire un ROO, un retour sur les objectifs, lui, il va être pertinent. Donc ça dépend vraiment, malheureusement, j'ai pas de chiffre type. Après, si par exemple sur le dispositif que je vais vous montrer, il y avait un objectif d'augmenter le nombre de produits par panier. Donc le panier moyen était à 1,6 produits. Le dispositif qui a été mis en place, on est passé à 2,1. Donc là, il y a une augmentation nette. Donc sur cette stratégie d'augmenter les revenus par le nombre de produits, ça a été un succès. Derrière, si la stratégie du client est d'augmenter les prix et de justifier l'augmentation de ces prix, on va avoir un impact, mais qui ne va pas être mesurable purement et simplement. On va faire d'autres études, d'autres mesures pour le savoir. Alors si dans un calcul de ROI, il faut simplifier les choses. Alors si l'objectif c'est justement de multiplier les ventes, c'est quoi la fourchette basse et la fourchette haute? C'est 1,2 jusqu'à 10 fois ou qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain? Ok, sur le terrain justement, franchement, non, il y a des 0,6, clairement. Je promets jamais le succès dès le début. Par contre, je promets une méthodologie pour avancer. Donc on part de 0,6 et j'ai des clients sur lesquels on est arrivé à 7. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on a trouvé un modèle qu'on tente de dupliquer. Par contre, la vérité, c'est que on a trouvé 7 sur un test, on va le déployer sur un autre site et là, on va être à 3.
Oui. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce qui a changé? On a tout fait pareil. Parce que l'écosystème n'est pas le même. Et petit à petit, il y a des stratégies de maillage. On va se voir qu'il y a des groupes de magasins qui peuvent le faire, d'autres non. Et là, il y a des choix techniques. Et la moyenne globale, après, c'est ce qui va être côté marque. Mais souvent, pour être transparent, les marques jouent pas le jeu. Elles vont pas nous donner tous les chiffres de leur vente. Ouais. Même si on signe des NDA et autres, ils préfèrent garder ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur donne des éléments pour qu'ils puissent calculer ce ROI réel de leur côté. Bon, ce qu'on comprend, c'est que si on s'y prend bien, et c'est pas garanti, on peut aller jusqu'à x7, ce qui est quand même largement bénéficiaire. Alors, il y a une autre chose que vous faites avec Scala, c'est le retail média. Alors ça, le retail média, c'est le nouvel Eldorado du référencement dans le magasin. Et alors étrangement, aucun distributeur n'a envie d'en parler parce que je pense qu'ils ont peur que les consommateurs apprennent que ça existe. Racontez-nous le retail média et son bénéfice. Alors le retail média, c'est tout simplement ce qui a été fait. Le retail média, à proprement parler, on parle souvent de retail média en ligne. Donc c'est Amazon qui, dans la grande tradition, a lancé ça. Aujourd'hui, nous, quand on parle de retail média, on parle vraiment de retail média in-store. Donc ça sous-entend en effet qu'on mesure et qu'on analyse et qu'on suit les flux en boutique et en magasin. C'est quelque chose qui marche surtout dans la grande distribution, parce que pour que le modèle soit intéressant, il faut énormément de trafic. Mais pas seulement. Là, on est dans une logique CPM, et bon, j'y reviendrai. Aujourd'hui, je pense qu'en effet, les marques ne sont pas à l'aise parce que le fait d'investir dans le retail media in-store sous-entend qu'elles ont besoin de nouveaux leviers de revenus. Donc ça sous-entend que les affaires vont pas si bien. Mais je pense que ça, c'est par rapport au contexte global de l'économie. Il n'est pas super bon de parler trop de soi. Les gens préfèrent rester discrets. Ça, c'est une tradition française. Dans les autres pays, ça se fait sans problème. Aux États-Unis, tout le monde fonce dessus. On a des clients comme Walmart aux États-Unis. Il y a énormément de succès. Les performances sont assez incroyables. Il y a Tesco en Angleterre qui a fait ses preuves. D'ailleurs, ils sont intervenus durant le salon. Et les résultats sont complètement dingues. Alors ça représente quoi dans leur chiffre d'affaires, le retail média? Certains magasins font plus de revenus, font plus de résultats d'exploitation en vente de publicité qu'en vente de produits. Ah oui. Sur certains magasins, c'est possible. Donc, oui, ça change la nature du magasin complètement, ça. Ça la change totalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, mais justement, la nature même du magasin, c'est plus un endroit où je vais pour consommer, toucher des produits, faire la queue. Ouais. Ça doit être un endroit d'expérience. Où en gros, je suis moi-même le produit, évidemment, mais ça donne le côté de l'alternative à Internet. Si je veux des aspects pratiques, je commande en ligne. Je fais un drive. Ouais. Par contre, si je prends le temps de me garer, de sortir de ma voiture, de marcher, prendre les transports en commun, rentrer dans un magasin, faites-moi vivre un divertissement. Il y a quelque chose de jouissif qui doit y être. C'est déjà le cas aujourd'hui quand on regarde les galeries marchandes. Vous y allez le samedi, il y a énormément de gens qui déambulent sans rien acheter. Et il y a déjà cette attente qui est là. Donc aujourd'hui, c'est juste de l'assumer, de se dire, venez, on va vous mettre en place des dispositifs, des campagnes. Et là, c'est vrai que moi, j'ai mon passif dans le média, où en gros, que ce soit aussi bien online, j'entends, qu'en papier, où en gros, ce qu'on voulait faire absolument, c'est les opérations spéciales. Et personne ne se plaint des opérations spéciales. Donner des goodies, inviter à des événements, faire découvrir des choses, c'est quelque chose qui est hyper ludique. Donc si cette chose-là, on dit aux gens, on va développer du revenu grâce à votre participation, c'est votre participation qui va financer l'ensemble. Si on est transparent, pour moi, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à imaginer un jour des magasins où il n'y a rien à acheter, mais qui soient uniquement des magasins publicitaires, en fait? Je pense que c'est déjà assez le cas. J'aime bien, il faut regarder le taux de passage dans certaines boutiques. Quand on a les données, parce qu'on a pas mal d'outils qui mesurent les données, le temps de passage dans les magasins, énormément de gens viennent, déambulent, regardent les produits, sortent sans rien acheter. Ouais. Et souvent, ça arrive que derrière il ne se passe rien, ou qu'ils vont acheter en ligne. Et des fois, ils achètent en ligne dans le magasin. Donc le comportement est déjà là. Donc en fait, le magasin, c'est pour se promener, et pour acheter, on va sur Internet. C'est le comportement qu'il faut absolument arriver à maîtriser. On ne va pas le combattre. On ne peut pas empêcher une rivière de couler. Par contre, on peut la réorienter. C'est pour ça que pour moi, l'enjeu, souvent ce que je dis à mes clients, vous avez vos cibles qui viennent dans votre magasin. Vous avez payé l'électricité, vous avez payé le chauffage, vous avez payé tous les frais, les équipes. Ils voient le produit et ils l'achètent sur Alibaba ou Amazon. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma vraie croyance là-dessus, c'est très personnel et c'est ce qui fait que j'adore mon métier, c'est de remettre l'humain au centre. Vous avez des équipes de vente, des gens passionnés qui connaissent les produits, qui peuvent échanger. Ce sont eux, la technologie ultime, qui doit permettre de capitaliser sur la présence au magasin et le fait de faire revenir. D'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de l'idée, souvent on me demande quel est mon référent dans tout ça. Est-ce que c'est l'Apple Store, Amazon Go? Pas du tout. Ça, pour moi, tout ça, c'est intéressant, évidemment, ce sont des modèles. Mais ma vraie référence, c'est le boucher de quartier. Quelqu'un qui, quand vous allez le voir,
il vous reconnaît, il vous donne un conseil sur mesure, vous repartez en vous sentant comme sachant sur le sujet. Vous rentrez dans votre foyer, vous pouvez dire à la famille, on doit le cuire à tant de degrés pour tant de minutes, il faut le sortir après et avant de le servir à la table, il faut le laisser de côté dans tant de temps. On se sent comme un sachant, ça nous valorise. Et c'est cette relation-là que j'aime. Et la plupart du temps, si vous demandez aux gens pourquoi vous allez chez tel boucher, ils vont jamais vous parler de prix, de distance. Vous faites la mission par rapport à l'expérience qui vous est proposée. Eh bien, merci Mustapha. Et maintenant, quand j'irai chez mon boucher, je sais que je vis une expérience. Exactement. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.